11 buts et 13 passes décisives en 22 matchs lors de sa première année. Rien que ça, il aura joué 652 matchs pour 10 clubs différents, 163 buts inscrits, rien que ça aussi. 99 bandelettes brandies. Il reste un des attaquants préférés des supporters de l'Olympique de Marseille par son humilité, sa simplicité, son sourire, mais surtout son efficacité devant le but. Touafilou Maoulida a marqué de son empreinte son passage à l'Olympique de Marseille. Touafilou, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue dans le Salon des légendes. Merci pour l'invitation. Merci d'y avoir répondu positivement. Et c'est Marjorie qui, pendant 1 heure, va pouvoir te poser toutes les questions qu'elle a souhaité te poser et toi d'y répondre avec la franchise qu'on te connaît. Merci encore de ta participation. On remercie également le SAT, notre partenaire sur cette émission qui nous permet d'accueillir des légendes comme Touafilou. Merci beaucoup. Touafilou, merci beaucoup d'être ici. On est vraiment ravis de te recevoir. Donc, tu es né le 8 juin 1979 à Mayotte, à Kanikeli. Dis-moi si je le prononce bien. C'est ça exactement. Voilà, mais tu grandis donc à Marseille. Donc explique-nous un peu cette enfance du petit Touafilou. Oui, Kanikeli, un petit village dans le sud de Mayotte, qui est une île qui est partie des Dom-Tom, département d'outre-mer, dans l'océan Indien, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je suis né là-bas, mais j'ai grandi à Marseille. Je suis arrivé à Marseille, j'avais moins d'1 an, j'avais 6 mois quand je suis arrivé à Marseille. J'ai grandi pas très loin d'ici, dans les quartiers nord de Marseille, dans le 13e, exactement dans le quartier des Lauriers, à Malpasset. Donc voilà, j'ai fait toute mon enfance et ma jeunesse à Marseille. Donc c'est de merveilleux souvenirs. Mes parents ils sont venus très tôt à Marseille par rapport au travail et surtout nous pour rapport à notre scolarité, pour nous mettre dans les meilleures conditions. Après, je ne vous cache pas que quand on vit dans un quartier difficile, c'est pas tous les jours facile, mais j'ai eu une enfance heureuse avec mes frères, avec ma petite sœur. Nos parents ont fait le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions de vie et sincèrement, me remémorer mon enfance à Marseille, c'est que des bons moments et mes premiers pas de footballeur dans les petits terrains goudronnés, le stabiliser en face de la cité. Donc voilà, c'est merveilleux et grâce au football, grâce à l'éducation de mes parents, j'ai pu prendre le bon chemin. Parce que c'est jamais évident quand on grandit dans un quartier difficile, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises tentations, on peut être très influencé. Et grâce à mes parents et grâce aux objectifs que j'avais aussi, parce que mes parents m'ont toujours dit avant le football, il y a la scolarité, les études avant. Donc obtiens ton bac, après tu pourras faire ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai eu et ensuite j'ai pu jouer au football comme mes parents l'ont voulu. Alors justement, comment tu arrives au football? Donc tu grandis dans un quartier où tu dis tu joues sur le goudronné, donc les cities, ce qu'on appelle les city stades. Mais je sais que tu as également frôlé donc les clubs tels que Malpasset, qu'on connaît bien à Marseille, parce que ça fait partie des bons petits clubs, il y en a beaucoup. Bonneveine également aussi. Donc tu as démarré dans tous ces petits clubs marseillais. Comment ça s'est passé? C'est on va dire les clubs de quartier, comme on dit à Marseille. Ma première licence était à l'ES Malpasset, parce que maintenant c'est le FC Malpasset. Et j'ai vu et j'entends beaucoup parler de ce club-là, qui est un bon club amateur, qui forme les jeunes. Et au passage, j'en profite pour féliciter tous les éducateurs, bénévoles au sein du club, qui font beaucoup de bonnes choses pour les jeunes issus des quartiers. Donc sincèrement, de loin, je suis très satisfait de ça. Moi, j'ai commencé à l'ES Malpasset, nos couleurs c'était jaune et rouge. Je me rappelle, et l'anecdote, c'est quand j'ai débuté tout petit, j'étais gardien de but avant. Et je m'ennuyais tellement dans les buts. Je voyais mes copains sur les terrains marquer des buts, tout ça, que je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Non, il va falloir que je fasse quelque chose. Ah non, c'est pas possible. Je me suis dit, ah non, comment on peut être... On s'ennuie, quoi. Je m'ennuyais dans les buts. Donc après, j'ai dit, et j'étais très jeune, 6-7 ans. Après, j'ai dit, non, je vais aller dans le champ. Et j'ai commencé à jouer en poussin, pupi, dans le champ en tant que joueur. Et là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et Malpasset, je suis resté jusqu'à minime. D'accord. Et après, il y a un ami de mon quartier, Anderson, qui lui était parti avant moi à Bonneveine, un club, on va dire, un peu plus élevé en amateur. Très bon club formateur aussi. Exactement, où il formait. Il faisait partie des 3 clubs formateurs à Marseille avec les Cailloles, Mazargues et Bonneveine. Ces 3 clubs où il fallait y être pour pouvoir prétendre aller dans un club professionnel par la suite. Parce qu'il y avait des partenariats avec ces clubs-là, avec les clubs professionnels.
Et moi, je me suis fait repérer par un ami du quartier qui m'a dit voilà, tu as un potentiel, tu as des qualités, je te verrai plus dans un club plus élevé amateur, afin de pourquoi pas rentrer dans un centre de formation derrière. Et je suis allé à Bonneveine. Pourtant, je peux vous dire que de mal passer à Bonneveine, ça fait pour aller à l'entraînement, c'est très loin. Oui, oulala, tu traverses Marseille. C'est très loin, surtout jeune. Bien sûr. Et heureusement, il y avait un dirigeant bienveillant à Bonneveine qui travaillait sans faire de publicité à la RTM et qui nous donnait des carnets de tickets pour qu'on puisse prendre le métro de Malpasset jusqu'à Bonneveine. Et ça nous faisait rentrer très tard. Et c'était vraiment, voilà, on va dire des sacrifices parce que c'était pas facile. Déjà jeune. Et je me rappelle avec mon copain Amidou de Frévalon, et on allait tous les deux, on prenait le métro, je récupérais à Frévalon et ensemble, on allait jusqu'à Bonneveine. On passait devant le stade Vélodrome, on avait les yeux grands ouverts en disant si on joue, est-ce qu'on va jouer dans ce stade-là? Tu y pensais à l'époque déjà? Bien sûr. Ouais. Tout Marseillais, tout jeune Marseillais qui joue au football, tout jeune. Et ça serait mentir de dire le contraire. Son rêve, c'est de jouer à l'Olympique de Marseille, de porter ce maillot et de fouler la pelouse du stade Vélodrome. Et moi, j'y passais tous les jours avec le métro, en passant pour aller jusqu'à Bonneveine. Et voilà. Et après, j'ai fait mes classes en minime à Bonneveine jusqu'en U15 et nationaux. C'était fait partie des amateurs qui avaient les nationaux à l'époque. Et de là, il y avait des clubs professionnels qui m'ont remarqué. Et par la suite, je me suis remarqué par le FC Istres. Et donc, tu as bien fait de faire... Bien sûr, juste pour une petite question. Tu te souviens de ta première fois au stade en tant que spectateur, justement? Je me souviens énormément de toutes mes dates à Marseille. C'était en 1989. Et c'était le match OM Nice. Et je me souviens parce que mon frère, j'avais 9 ans en 89. J'avais 9 ans. Et mon frère me dit, c'était le jour de mon anniversaire, il me dit, frérot, pour ton anniversaire, j'ai un cadeau pour toi, mais tu auras 2 choix. C'était soit voir les pros à l'époque qui s'entraînaient à Lumini, à l'époque des Dimeco, Waddle, Papin, d'aller voir à Lumini et les voir de près, ou soit assister à un match au Vélodrome, et c'était l'ancien Vélodrome. C'était le Vélodrome où il y avait le quart de virage, Populaire Nord, pesage sud, virage nord, quart de virage. C'était l'ancien. Moi, j'ai connu à 9 ans ce stade-là. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, non, il faut que j'aille voir un match, quoi. Et en 89, l'ambiance. Oui, j'étais dans le Populaire Nord et j'ai mis la première fois les pieds au stade Vélodrome et c'était magique. Ouais. Tu te souviens d'avoir passé cet escalier-là et arrivé? C'était magique. Et après, comme à l'époque, j'avais peu de moyens, donc des fois, j'ai fait connaissance avec les contrôleurs pour pouvoir aller de temps en temps gratter, passer à travers. Allez, fais-moi passer. Ou sinon, du Populaire Nord, il y avait un petit trou. On passait pour aller au virage avec les supporters au-dessus. Ah, c'était fantastique. Ouais, c'était extraordinaire. Excuse-moi. Non, mais à chaque fois, ça m'émeut d'entendre ces joueurs qui ont assisté à des matchs et qui ensuite, quelques années après, y ont joué. Je me dis, qu'est-ce qu'on doit ressentir? Le premier match, mais on y viendra après. Et donc, tu as bien fait de faire tous ces sacrifices, de rentrer tard le soir pour aller à Bonneveine, et puis les tickets de métro et tout ça, parce qu'effectivement, tu es repéré. Tu pars donc à Istres et tu joues avec les moins de 17 ans. C'est ça. C'est beau. C'est ça. Ensuite, après la suite de Bonneveine, c'est que je suis repéré par le FC Istres. À l'époque, était à National. Et je suis au centre d'hébergement, au centre d'Audibert. Donc, c'est la première fois que je pars loin de ma famille, même si c'est pas très loin, hein, Marseille-Istres, c'est à côté. Mais je pars loin de ma famille. J'arrive dans un club où je découvre le niveau national, en jeune. Et c'est là que tout commence, quoi. Et lors de cette saison-là, dans le groupe, on avait des clubs professionnels. On avait Montpellier, Monaco, Nice. Et je tire mon épingle du jeu de cette saison-là et je mets un peu plus de 10 buts en jeune et je tape dans l'œil de 2 clubs professionnels. Je me rappelle, c'était Montpellier, Hérault, et Monaco. Et tous les 2 me proposaient de rentrer dans leur centre de formation avec un contrat aspirant. Et la réflexion avec mes parents, l'entourage, c'était... d'un côté, il y a Monaco, le prestige, tout ce qui va avec. Et à côté, Montpellier, club formateur et tout ça. Dont le centre était réputé à l'époque. Exactement, c'était à l'époque. En plus, beaucoup de jeunes joueurs jouaient en équipe première. À l'époque où il y avait les Leroy Robert, Carotti, Rouvière, qui jouaient tous de la formation, jouaient en équipe première. Et j'ai choisi Montpellier. J'ai choisi Montpellier parce que je me suis dit, j'aurais beaucoup plus de chances de pouvoir jouer en équipe première
avec un club formateur, ils font confiance aux jeunes. Ou à l'époque, à Monaco, c'était beaucoup de stars. Dans les années 90, 2000, c'était le Grand Monaco. Hein. C'était très compliqué pour un jeune de pouvoir jouer. Et donc, c'est de là qu'après, Montpellier vient me chercher carrément à Marseille. Je me rappelle, le directeur du centre de formation, Jacques Bonnet, est venu dans mon quartier, à Marseille, dans mon salon, avec mes parents, pour me présenter le projet du centre de formation de Montpellier, pour me recruter. Et ça m'avait touché, ça m'a marqué. C'est pour ça, à Montpellier, Monsieur Loulou Nicolin, qu'on était comme ses enfants pour lui. Hein. Et moi, je conseille comme mon second papa. Et Monsieur Bonnet, je dois énormément à ces personnes-là. Ah mais c'est magnifique. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, des présidents qui se déplacent comme ça chez les gens? Ou est-ce que c'était vraiment avant une manière humaine de faire les choses? C'est un peu plus compliqué maintenant. Il y a tellement d'intermédiaires, il y a tellement d'argent, exactement. À l'époque, c'était un petit peu... Moi, c'était plutôt... déjà, le fait que le directeur du centre de formation se déplace jusqu'à Marseille, qui voit mes parents... Parce que mes parents, ça les met beaucoup de questions. Aussi, hein. Beaucoup de questions. Votre enfant qui part à 16 ans d'un centre de formation tout seul. Montpellier, c'est beaucoup plus loin. Moi j'avais en tête d'avoir mon bac. Et eux, c'était les études. Et après, voilà, M. Bonnet est venu pour rassurer mes parents. Et après, l'aventure a commencé. Commencé à Montpellier. J'ai fait tous mes débuts et c'est parti de là. C'est magnifique. Effectivement, il t'a fallu juste une saison pour te faire remarquer et Montpellier est venu te chercher. Donc, tu fais ton premier match le 17 octobre 1997. Premier match avec l'équipe pro de Montpellier. Tu t'en souviens un peu? Ouais, je me souviens. De toute façon, un footballeur, on se souvient toujours. Il y a le premier match en professionnel et pour l'attaquant, le premier but. Et bien moi, le premier match, le 17 octobre 1997, c'était face à Châteauroux. Je me souviens, j'arrivais 17 ans et demi. Hein. J'ai signé mon premier contrat professionnel à 17 ans et demi sur mes 18 ans. Et j'ai fait qu'une année en U17. Ensuite, j'avais intégré dans la saison la CFA. Et de suite après, je signe professionnel. On fait la finale de la Gambardella. Et après, je signe professionnel. Et je fais mon premier match en 97, impressionné. Parce qu'à l'époque, je me rappelais, il y avait les Franck Sauzé, Kader Ferraoui, Pascal Baïs, les anciens. Moi, j'étais le tout jeune. Ils m'ont énormément conseillé, épaulé et impressionné. Et voilà, ça s'est bien passé, le match. Et c'était le début de ma carrière professionnelle. Et j'en garde que de bons souvenirs de ce premier match. Donc tu parles du premier but en pro, justement, en 1998. Tu offres la victoire à ton club contre l'AS Cannes. Un an plus tard. Ouais. Un an plus tard, très jeune, je faisais mes débuts. Et au tout début, c'était remplaçant, je rentrais des bouts de match. On m'intégrait petit à petit. Et ce jour-là, oui, en 98, le gardien à l'AS Cannes, en plus, c'était Sébastien Frey. Oui, qui a fait une belle carrière. Exactement, Sébastien Frey, je me rappelle, on gagne 1-0. Et l'époque de Cannes, c'était les Mikou, les Vira. La grosse équipe. Grosse équipe. Et moi, le gamin de 18 ans, de la paillade, qui arrive, qui marque un but, et en plus qui donne la victoire. Ah ouais. Donc c'était merveilleux. Ouais. Je ne pouvais pas rêver mieux comme début en tant que professionnel et dans mon nouveau club. Donc c'était vraiment des moments de joie fantastiques. Tu y restes 5 saisons, ça se passe super bien. Tu effectues 140 matchs, 30 buts. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, vraiment? C'est que 5 saisons. À Montpellier, c'est le début, hein, c'est là que tout a commencé. Donc je ne serai jamais reconnaissant envers ce club et ces personnes qui m'ont fait signer professionnel, qui m'ont accompagné dans ma formation. Parce que mes 2 ans de formation plus mes 5 ans, j'ai quand même passé 7 ans de ma vie dans ce club. Et des personnes comme Loulou Nicolin, paix à son âme. Michel Mézy qui était très présent. Michel Mézy, c'est lui qui m'a lancé en professionnel. Hein. Michel Mézy, c'est lui qui était l'entraîneur, qui m'a fait faire mon premier match en professionnel. C'est des personnes, Laurent Nicolin aussi, le président actuel, qui était jeune, mais qui m'a accompagné. Ce sont des personnes, Ouattara et Dinalo, mes 2 formateurs dans la formation. 2 anciens professionnels. Gassé, donc ce sont des personnes qui me sont chères. Parce qu'ils m'ont permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui, en m'inculquant déjà des valeurs humaines dans la formation. Et ensuite, après, l'homme que je suis en devenant professionnel et tout ce qui comporte. Et c'est cette année-là, je vais vous dire une petite anecdote, c'est qu'au départ, je ne voulais pas partir de Montpellier. Ça s'est fait d'une façon
peu de personnes peut-être le savent, hein, parce que j'ai passé 5 belles années au départ, où tout début j'étais remplaçant. 97, 98, je découvrais. Hein. Il y avait en attaque des Gravelaine, des Bakayoko, Timothée, il y avait des grands attaquants. Donc moi j'étais remplaçant, je faisais des bouts de match. Et après en 99-2000, je crois, on descend. C'est l'époque où il y avait les locaux, Ouedec qui étaient venus, on descendait de Ligue 1. Il y avait un gros pari de Loulou à cette époque-là qui est allé chercher les Nantais, justement. C'est ça. Il y avait les 3 Nantais, locaux, Ouedec, Pedros. Et cette année-là, on descend en Ligue 2. Donc le fait qu'on va en Ligue 2, les moyens se réduisent, donc les grands joueurs, les gros salaires partent. Donc ça laisse la place aux jeunes. Donc, et c'est là que moi, j'ai débuté, j'ai commencé à être titulaire. J'avais 20 ans, j'étais titulaire et je mets 13 buts dans la saison. On remonte en Ligue 1. Et l'année d'après, où, fort de ma saison, en totale confiance avec Michel Mézy, je fais un début de saison tonitruant. Je mets 5 à 6 buts dans la première partie de saison. Et de là, j'étais international espoir. 14 sélections, 13 ou 15 sélections, j'étais international espoir. Et de là, les clubs, que je commence à être sollicité. Bien sûr. Donc, je me souviens, Montpellier, à cette époque-là, avait des problèmes financiers. Il fallait booker le budget, avait des difficultés, etc. Et il y avait 2 joueurs qui avaient 2 grosses valeurs marchandes dans le club. C'était Olivier Sorlin et moi. Olivier Sorlin part juste avant moi. Il est transféré. Donc ça permet un petit peu de prendre plus d'argent. Et moi, juste où on doit jouer contre Rennes-Montpellier. Je pars dans l'avion avec mes affaires de Montpellier. Hein. Je suis dans l'avion, normal, je pars. Et on me dit, à l'arrivée à Rennes, à l'hôtel, Michel Mézy m'attrape, il me dit, toi Philou, tu ne joueras pas le match. On t'a transféré à Rennes. D'accord. Le choc. Hein. Ouais. J'arrive, je me dis, coach, comment ça, je veux pas jouer, je suis là, j'ai envie de jouer, moi, tout ça. Alors, j'étais en 5 buts en Ligue 1, je commençais 5 buts, j'étais bien parti et tout. On me dit non, voilà, le club a des problèmes d'argent et ton transfert va permettre de boucler le budget afin de sauver le club financièrement. Donc après, moi, je me suis dit, parce que j'ai quand même un mot à dire, ma réflexion, c'était soit je passe à moi, ma saison, je reste à Montpellier parce que j'avais envie de rester, de finir la saison avec mes copains, avec qui je suis monté en Ligue 1, avec qui je marquais des buts. Ou soit, je pense au club et au sauvetage du club par rapport qui m'a lancé en Ligue 1. Donc, j'ai pensé au club avec tout ce qu'on fait pour moi et M. Nicolas et toutes les personnes. J'ai dit, je vais partir. Et ça va permettre cet argent-là de sauver le club financièrement. Et je suis parti à Rennes pour 3-4 millions d'euros. Ça a permis de renflouer les caisses et je suis parti à Rennes. J'étais transféré, je me rappelle, j'étais à la tribune et on me dit, le lendemain, tu porteras les couleurs de Rennes. Et je suis parti en plein début de saison, donc l'adaptation, le changement de région. Incroyable. Et c'était compliqué les débuts. J'étais jeune, j'avais 22, 23 ans. Et l'adaptation, c'était difficile. Au début, je jouais du match, c'était Christian Gourcuff qui m'a recruté, donc j'étais en difficulté. Et c'est là où tu connais, je crois, 4 changements d'entraîneur en l'espace d'1 an et demi. Exactement. Ouais. Gourcuff, Bergerot, Ali Lozic, Bologna. Coup d'instabilité alors. J'étais, moi qui arrivais de Montpellier, où j'étais un peu dans mon cocon. Je suis persuadé que si j'étais resté à Montpellier, t'aurais explosé à 23 encore plus, ans, j'ai mis 30 buts. Alors imaginez si j'étais resté plus longtemps, j'aurais peut-être été pas loin du record du meilleur buteur du club. Donc, et après, j'arrive à Rennes, voilà. Gourcuff qui me recrute, qui part après. 6 mois, je crois. Bergerot, Bologna. Ali Lozic. Donc c'était et de là que les débuts ont été difficiles et pour me relancer, je suis prêté à Metz. Jean Fernandez qui me recrute de Rennes à Metz pour me relancer. C'était très compliqué à Rennes, au début. Et là, avec Jeannot, on retrouve justement l'humanité et l'aspect familial que tu avais connu à Montpellier quelque part. Voilà, surtout que Metz, c'était club promu de Ligue 2 en Ligue 1. Et je retrouve Jean Fernandez qui fait des pieds et des mains pour me recruter. Et vraiment, il me dit, voilà, toi Philou, son discours m'a beaucoup plu parce qu'il me dit, on est une équipe très jeune. Je vais faire confiance à la formation, aux jeunes du club. Et ça va être difficile de se maintenir à Ligue 1. Mais je veux des joueurs comme ça, comme toi, pour permettre d'encadrer ces jeunes-là, même si je n'étais pas très vieux. Mais avec un peu d'expérience pour pouvoir encadrer ces jeunes-là, la formation en Messine, et se maintenir en Ligue 1. Et c'était ma plus belle saison. On va dire la plus efficace, la plus aboutie, parce que je mets 13 buts
et on se maintient en Ligue 1. Bien vu, Jeannot. Bien vu, Jeannot. Et c'est de là que un peu ma relation avec Jean Fernandez commence. Parce que c'était vraiment une relation, moi je le considère un peu comme mon mentor, parce que j'étais proche de lui, et il me faisait confiance les yeux fermés. Ça m'a permis de jouer relâché, marquer des buts, faire marquer, et faire ma plus belle saison en Ligue 1. Et après, le dilemme, c'était, j'étais prêté. Il me restait un an de contrat avec Rennes. Moi, mon souhait, c'était quand tu es bien, en confiance, de continuer. Mais Rennes, en voyant ma belle saison, souhaite me rapatrier. Forcément. Donc, souhaite me rapatrier. En plus, Bologna, je me suis fait, change son système tactique pour moi. Parce qu'au départ, il jouait avec Monterrubio à gauche, Fray et Sorlin à droite. Et il remet Sorlin au milieu pour me faire jouer moi devant. Et ça me fait une attaque Monterubio, Fray, Maoulida. Et là, la saison, on casse tout, quoi. Et moi, ma saison, on est 4e du championnat. Fray, 3, il termine meilleur buteur du championnat avec une vingtaine de buts. Moi, cette saison-là, j'y mets entre 8 et 10 buts. Monterubio, 15 passes. Et j'arrive en fin de contrat en position de force, en ayant une saison fantastique. Et là, il y a tous les clubs qui me sollicitent. Et c'est là où Didier Deschamps Monaco. souhaite me faire venir à Monaco. Et quand Didier appelle, on écoute. Quand Didier appelle, on n'a pas le choix. On écoute. Donc, on y va. Et surtout que c'est pareil, c'est le même dilemme que j'avais avec Metz. Je sors d'une bonne saison avec Rennes. Rennes veut me prolonger, me propose un contrat de 3 ans. Et à côté, j'ai le discours de M. Deschamps qui sort d'une finale de Ligue des Champions. Je vais découvrir le haut niveau de grands joueurs. Là, jouer la Ligue des Champions. Donc, ça se refuse pas. J'étais un peu, je veux dire, voilà, ça se refuse pas, même si, voilà, la dernière année à Rennes, c'était super bien passé avec les supporters, le club. Et je suis parti, mais je me suis dit, le train passe qu'une fois et je n'aurai peut-être pas l'opportunité de jouer le très haut niveau ni la Ligue des Champions une deuxième fois. Donc, j'accepte en partant libre de signer. C'était le sens de l'histoire, quoi. Puis quand on est sollicité par plusieurs endroits en même temps, à un moment, il faut penser à soi et savoir quels sont les plus beaux championnats qu'on va jouer, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant, surtout dans ta progression qui était, voilà, et la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions. En plus, voilà. Ça donne envie, quoi. Oui, surtout. Et mais après Dédé, tu arrives chez nous, dans la cité phocéenne, à l'Olympique de Marseille. Comment ça s'est passé? Exactement. Juste après, Deschamps a fait que 6 mois à Monaco où il a démissionné. Et moi, ensuite, il y a eu un entraîneur, un Italien, Guidolin, qui est arrivé où il appelait que des Italiens. Il ne me connaissait pas du tout. Il a pris que des Italiens. Vieri, donc, à un moment donné, Di Vaio, Vieri. Donc, à un moment donné, Jean Fernandez, qui arrive à Marseille. Et je le retrouve. Qui se rappelle que de mon passage à Metz, avec qui j'ai travaillé, que ça s'est bien passé. Et à ce moment-là, Niang était parti à la CAN. Donc, Niang était parti à la CAN. Au mois de janvier. Exactement. Et Jean Fernandez souhaitait recruter 1 ou 2 attaquants. Et c'est de là que il me recrute avec Michael Pagis. On arrive en même temps à l'OM au mercato d'hiver 2006. Et là, Jean Fernandez, qui connaissait aussi Pagis. Et c'est là que tout commence, quoi. Il savait reconnaître les footballeurs, quand même, Jeannot. Merci, Jeannot. Il savait les reconnaître les bons. Bravo. Et du coup, en 2006, tu joues ton premier match pro avec l'Olympique de Marseille contre Sochaux. Non, contre Le Havre. Ah oui, contre Le Havre, c'est le live. Contre Le Havre, et du coup, tu permets d'inscrire un magnifique but et une passe D. Exactement. Voilà. Je ne peux pas rêver mieux comme début à l'Olympique de Marseille. Moi, l'enfant de Marseille, qui a grandi à quelques kilomètres du stade Vélodrome. Donc, je signe déjà, je peux vous dire que signer, porter ce maillot, avant tout, c'était une fierté. Vous ne pouvez pas savoir la fierté. Pour toi et pour la famille. Mais ma famille, mes amis de Marseille, mes copains d'enfance, mon quartier. Mais la fierté que j'avais, quand j'ai signé, j'ai porté ce maillot-là, comme ça dans le bureau de la commanderie avec Pape Diouf. Mais la fierté que j'avais en tant que Marseillais, je me suis dit, toi Philou, et je me suis rappelé des souvenirs. Je suis passé tous les jours devant le stade Vélodrome. J'étais là, les tickets, je rentrais à 22h, 23h chez moi. Et là, quand j'arrive, je signe en tant que Marseillais, porter ce maillot. C'est magique. Mais au-delà de la joie que ça procure, c'est la fierté. C'est pour ça que j'ai sorti un jour une bandette, fier d'être Marseillais. Parce que c'est toute cette fierté-là que Marseille, quand il porte ce maillot-là, Marseille, c'est un club à part. Les gens ne peuvent pas le savoir, c'est à part. Et premier match, je viens d'arriver 10 jours, 2 semaines avant. Premier match, au Vélodrome, Coupe de France. Je marque, passe décisive et on gagne 4-0.
Voilà, c'était je sais pas si c'était écrit, mais pour moi, en plus j'avais toute ma famille, tous mes amis, tous mes quartiers. Parce que moi, l'intendant du club, je peux vous dire avec moi, sa tête est chauffée parce que par match minimum, je lui demandais 15 places. Voilà, et oui. Forcément, tu avais toute la famille, le quartier qui allait venir te voir. Et c'est pour ça que quand on dit, et ça je le dis là, quand on dit que c'est dur pour un Marseille de réussir à l'OM, c'est véridique. On est tellement sollicités, parce que on est Marseillais, les gens, ils s'accaparent un peu. Ils t'ont vu comme ça. Donc si tu leur donnes pas une place, on va dire, mais à chaque match, Michel, intendant, je me souviens, avec moi, il me voyait, il me disait, toi Philou, j'ai pas de place. Donc j'étais obligé d'en acheter 15 places. Il y avait la famille, les amis des amis, les anciens dirigeants, et c'était vraiment voilà. Et parfois, et c'est difficile parce que ça nous fait sortir de notre bulle. On arrive, si on n'éteint pas le téléphone 1 heure avant le match, il sonne tous les 2 minutes. Est-ce que tu as une place? Est-ce que tu as ci? Tu dois ci? Les invitations. Et moi, ce premier match, toute ma famille à Jean-Bouin, tout le monde est là réuni dans les virages un peu partout, et je marque. Quelle émotion, incroyable. Quelle émotion, c'était mon rêve, hein. parce que mon rêve de gamin, c'était de jouer à l'Olympique de Marseille et de marquer au Vélodrome, et j'ai réalisé mon rêve dès le premier jour. Et ça doit être un truc, quand ça t'arrive, parce que ça t'est arrivé, et il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le dire, c'est-à-dire que ce process de rêve abouti, d'aboutissement finalement, et est-ce que tu réalises sur le moment vraiment, est-ce que tu réalises que ce qui est en train de se passer? Non. Voilà, c'est après. Je ne réalise pas au début, parce que déjà j'ai le bonheur et la chance de marquer. C'est après. C'est après quand toutes tes félicitations. J'ai eu autant de messages de ma vie, toutes tes félicitations. La presse. Philou, tu nous représentes, tu es Marseillais, la Grinta, tu es là, tous les gens, la presse, le minot de Marseille qui est là. Et voilà, en plus il y avait d'autres Marseillais aussi dans l'équipe. Il y avait Samir Nasri, il y avait Carasso, on était pas mal de Marseillais. Donc c'était vraiment, on représentait Marseille cette année-là. C'était Massillien. Ah oui, on était... Et la fierté, le petit enfant des quartiers nord, et franchement, au départ, non, mais après... T'es abasourdi, quoi. Enfin, c'est pas trop ce qui t'arrive. C'était énorme, et tous les jours de ma tête, je remercie Jean Fernandez. Merci de m'avoir signé dans mon club, hein, j'ai grandi là. Mon premier match en 89, j'y étais en tant que supporter, et des années plus tard, je suis en tant que joueur, donc pour moi, c'était magique. Ça doit être énorme de démarrer et de finir, enfin pas de finir, mais de pouvoir goûter au stade de sa ville dans lequel tu as commencé le football. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde. Souvent, ils partent de chez eux ou ils vont jouer ailleurs. Surtout que pour moi, c'est qu'en jeune, je suis parti dans d'autres clubs. Hein. Et j'aurais pu. Après, c'était difficile. Ne plus revenir à Marseille. C'était difficile dans ces années-là, 90, Marseille, parce que c'était la grande époque. Il y avait beaucoup de stars. Oui, puis le centre de formation n'était pas forcément très développé à l'époque. C'était beaucoup plus dur pour les jeunes. Là, on voit tout l'investissement et les projets qui ont la formation olympienne, qui est vraiment une félicitation au passage à M. Larguette, le directeur du centre de formation, parce qu'il fait du très bon boulot. On voit encore avec Succès pour la formation, les partenariats, c'est énorme. Et à l'époque, il n'y avait pas ça. Non. À l'époque, c'est compliqué. C'est pour ça que les jeunes Marseillais, parfois, on partait dans d'autres clubs qui avaient peut-être un peu plus de moyens dans la formation et qui étaient un peu plus aboutis. Et c'était vraiment un rêve de gosse qui se réalise. Et en reparler là, c'est que des émotions, c'est des bons souvenirs. Et c'est José qui vient de chercher à Monaco à l'époque, c'est José Anigo? Non, c'est Jean Fernandez. C'est Jean Fernandez, c'est lui, c'est l'entraîneur qui vient de chercher. Après, c'était le président Pape Diouf et José Anigo qui était directeur sportif. Donc avec l'aval de Anigo et de Pape Diouf, Jean Fernandez dit mon nom et c'est surtout pour me relancer une seconde fois. Parce de Rennes à Metz, il me relance parce que c'était compliqué à Rennes. Et de là, c'était compliqué à Monaco avec Deschamps qui a démissionné, qui est parti. Et il me relance une seconde fois. Et ça se passe super bien. Mais après mes 6 mois, j'étais tellement euphorique, j'étais tellement dans un nuage que sur le terrain, voilà, quand je lui dis, quand tu es Marseillais, on se doit de faire beaucoup plus que les autres. Parce qu'on est Marseillais et nous, si on ne montre pas l'exemple aux autres joueurs, qui va le faire? Parce qu'il faut savoir que voilà, quand on arrive, on est Marseillais, donc on doit montrer l'exemple aux autres joueurs et s'ils ne le font pas, on ne se gêne pas de leur dire. Moi, je vous le dis, ceux qui étaient là, qui portaient le maillot, qui me disaient, tu sais c'est quoi que tu portes là dans le dos? C'est énorme. Tu as tout un peuple derrière toi, donc si tu ne te bouges pas,
les oreilles, ils vont siffler déjà par les joueurs, nous-mêmes. Et la presse. Parce qu'après, quand tu as un capitaine comme Lorik Sana qui représente tout ça et les supporters, si tu prends vite. Et tu le sens bien quand tu rentres sur le terrain. Oui, tu le sens. Donc, tu as intérêt de te bouger. Tu ne peux pas toujours tout réussir, mais au moins mouiller le maillot. Mouiller le maillot, donner tout, parce que voilà, pour tous les sacrifices que font les supporters pour venir au stade, parce qu'ils nous soutiennent à l'extérieur, à domicile. Si tu ne te mouilles pas le maillot, que tu ne donnes pas, mais c'est pas la peine de mettre le pied au Vélodrome et de porter ce maillot. Tout à fait. Alors, qui dit souvenir extraordinaire, dit aussi souvenir douloureux, parce que finale, donc, Coupe de France, contre Sochaux, cette fois. Ah oui, là oui. C'est Sochaux. Il y a eu 2 finales. Voilà. La première contre le PSG et la seconde contre Sochaux. Donc tu loupes un penalty dans la séance de tir au but. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? De la déception. Après, sur cette séance-là, je me souviens, parce qu'avec Marseille, le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir gagné un titre, parce que j'ai quand même fait 2 finales de Coupe de France. Et on était vice-champion de France derrière Lyon en championnat. Donc, et surtout, on avait une équipe. Du tonnerre. Pour moi, c'était la Dream Team. Un bulldozer. Devant Niang, Pagis, Cissé, Ribéry, Nasri, Valbuena, moi, et j'en passe. Au milieu de terrain, Sana, Oroma, derrière Taillot, Barthez, Carasso. On avait une équipe, je pense. Après, c'est dommage que Lyon, cette année-là, était intouchable. Quoi. Mais sur un nuage. L'équipe de Titans. Exactement. Et en parlant de cette finale-là, c'est que de la déception, mais quand je suis le premier tireur de la séance des tirs au but. Et je me souviens, en quart de finale, au Vélodrome, il y a penalty, je marque. Et je voulais tirer de la même façon. Et les gardiens, il y a la vidéo, on regarde tout ça, et il a arrêté. Richard fait un arrêt, il arrête. Mais derrière, Sochaux rate le penalty. Donc ça remet les compteurs à 0. Donc je me dis merci Carras. Je dis merci, ça me soulage un petit peu. Je me dis ça remet les compteurs à 0. Après, c'est comme si voilà, j'ai loupé, ils ont loupé, ça repart. Et après, malheureusement, on rate de nouveau derrière et on perd au penalty. Mais je pense que cette finale-là, on doit la gagner dans le temps réglementaire. Parce que si vous vous souvenez, on mène 2-1 et il reste moins 5-6 minutes, je crois, moins de 10 minutes, il doit rester. Il reste 5-6 minutes à jouer. Et en plus, je me rappelle, parce que c'est la première fois où j'ai vu notre cher actionnaire, ancien président, Louis Dreyfus, si en colère, si énervé dans le vestiaire, parce qu'on mène 2-1, il reste 5-6 minutes. Et Sochaux poussait pour égaliser. Et nous, on n'avait pas fait les 3 changements. Il restait un changement. Donc après, on peut tout se dire, on peut refaire le match 1000 fois. Tout le monde va dire ça, avec les 6, on refait le monde. Mais je me rappelle que Dreyfus était énervé parce que pourquoi ne pas faire rentrer un joueur frais, un défenseur et mettre le but derrière, il reste 5 minutes, tu as gagné, tu as la Coupe de France, c'est terminé. À 5 minutes à faire, on s'en fout du beau jeu. On retient que le vainqueur de la Coupe de France. On retient la victoire. Donc, et je me rappelle, il y avait Sivili sur le banc, comme défenseur ou d'autres. On aurait pu passer à 3 derrière, à 5. Et tu mettais du nombre. Quoi. Et voilà, et on sort, je me rappelle, en plus, Djibril a mis un doublé. Allez, on peut le sortir à 3 minutes de la fin. Ovation, tu gagnes du temps, le chrono, il baisse. C'est un autre scénario. Et voilà, un autre scénario. Et non, on finit le match avec que 2 changements. Donc après, certes, on se fait égaliser à la fin, mais on aurait pu aussi, il y avait un attaquant sur le banc pour la séance des tirs au but, Pagis, qui était sur le banc. Qui est pas mal à voir. Pagis, il aurait pu peut-être le faire rentrer même 1 minute pour les tirs au but. Oui, ça aurait été une formule aussi. Parce que sur la séance du tir au but, si je me souviens bien, c'est un défenseur qui rate le second pénalty, c'est Zoubar. Il n'est pas habitué, malheureusement, Ronald, à tirer les pénaltys. Il a dû jamais en tirer dans sa carrière. Plus la pression. Donc ça ne doit pas être évident pour lui. C'est pour ça qu'on ne lui en veut pas. Mais ça ne doit pas être évident pour lui. Ronald, de se trouver devant 80 000 au Stade de France, tirer un pénalty. Donc, et voilà. Et je me rappelle que Robert Dreyfus est rentré dans le vestiaire. Ça a chauffé. Il a c'était rare chez lui. C'était très rare. Tu te rappelles encore? Je me rappelle encore. Les murs ont tremblé. Et pour lui, c'était inconcevable de perdre cette finale. Ça manquait de respect à Sochaux. La première, PSG était meilleur que nous. Certes, même si on était favori, était meilleur que nous. Celle-là,
on était favoris. On avait gagné Sochaux en championnat 2 semaines avant, 2-3-0. On était ultra favoris. On l'avait bien préparé. Et on doit la gagner dans le temps réglementaire. Bien sûr. Et alors, il y a une petite polémique pour cette finale-là. On va y venir. Le fait est que sur le terrain, tu as quand même un Franck Ribéry et qui ne se sent pas, enfin tu vas nous l'expliquer peut-être, ne se sent pas d'aller tirer ce penalty. C'est une grande incompréhension pour les supporters, ce moment-là, parce que Franck Ribéry, cette année-là, il marche sur l'eau, je veux dire, il fait une saison incroyable. Et là, il prend pas ses responsabilités. Comment toi en tant que pote, parce que tu as joué avec lui et tout, et comment tu l'as vécu ce moment-là? Est-ce qu'il te l'a expliqué? Non, il ne me l'a pas expliqué. Après, Francky, c'est un ami. Mais il faut se mettre dans la peau d'un joueur. Quand un joueur, il ne se sent pas de tirer un penalty, il vaut mieux pas qu'il le tire. Parce que c'est son choix. Le coach, avant la séance de tir au but, il met une liste de joueurs, il dit qui se sent d'abord. Après, il y a toujours ceux qui ont déjà tiré les penalties, notamment les attaquants qui sont habitués. Niang, c'était le tireur attitré, mais il était sorti. Donc après moi, je le tirais. Après, c'est souvent les joueurs offensifs. Donc le coach met la liste, qui le tire. Moi, j'ai dit en premier, je prends mes responsabilités. J'ai dit moi, ensuite, après, ça enchaîne. Et Franck, on voit qu'il ne se sentait pas. Donc à un moment donné, on ne peut pas forcer un joueur qui ne se sent pas. Après, je peux comprendre la frustration des supporters, parce que Franck Ribéry, on ne va pas dire qu'on n'est pas sûr qu'il aurait marqué. Mais peut-être c'était plus avantageux qu'un défenseur que Ronald. C'est ça, c'est ce que tous les supporters ont analysé aussi. C'est peut-être ça, mais après... moi, personnellement, j'en veux pas parce que quand on se sent pas, on se sent pas. Moi, je me suis déjà des pénaltys où j'ai tiré et marqué. D'autres où je me suis dit non, je le sens pas ce jour-là parce que je me sens pas pour X ou telle raison. Et Franck, ce jour-là, se sentait pas et il a préféré laisser un autre. Et je pense que si on avait gagné, on aurait dit autre chose. Là, on a perdu. Mais voilà, je pense que voilà, il faut être footballeur pour sentir. Il y a des moments tu sens pas. Il y a Franck qui en a mis des pénaltys, il en a peut-être raté. Ça fait partie de la vie d'un footballeur. Même les plus grands joueurs, ils rataient des pénaltys. Donc après, ce jour-là, malheureusement, c'est la loterie. On perd une loterie alors qu'on doit le gagner dans le match. Alors excuse-moi, je t'interromps encore, mais sur Twitch, là, on nous demande justement par rapport à ton numéro, le 13 et le 9 que tu avais donc laissé à Djibril. Tu nous l'as expliqué en off tout à l'heure, on en parlait donc hors caméra, mais du coup, les supporters sont très curieux de savoir un petit peu comment ça s'est passé et pourquoi tu avais choisi ce numéro 13 justement. Quand je suis arrivé à Marseille, déjà dans mes clubs précédents, j'avais souvent le 13. Le 13, ça me représente un peu, c'est Marseille, c'est le département. À Montpellier, j'avais le 13. À Rennes, j'avais le 13. Et en arrivant à Marseille, le 13 n'était pas dispo. Il était pris par un joueur. C'était un défenseur, non? C'était pas Kropovica, non, à l'époque? Non, c'était l'Argentin. L'Argentin, je sais plus, mais il était pris par un joueur, le 13. Donc après, quand on arrive, il y a un numéro, on respecte. Voilà. Et donc, il restait peu de numéros, il restait le 9. Donc je me suis dit, allez, je vais prendre le 9. Et lors de la seconde saison, le joueur part, qui avait le 13, donc il est libre. Et en plus de cela, juste avant la saison, Cissé arrive au club. Et Cissé a un numéro fétiche, c'est le 9. Et il me demande, avant la saison, toi Philou, tu as le 9, est-ce que... non, là, c'est un numéro que j'adore et que ça te dit de... Est-ce que voilà, ça te dérange pas? Moi, je lui dis, ne t'inquiète même pas, et je te le laisse parce que c'était prévu que je prenne le 13. J'ai toujours joué avec le 13 et c'est mon numéro porte-bonheur. J'ai 2 numéros, c'est le 13 et le 8. Mes 2 numéros porte-bonheur. Et le joueur qui avait le 13 est parti. Donc, ça a arrangé tout le monde. J'ai laissé le numéro à Djibril qui était content, qui m'a remercié. Parce que j'aurais pu garder le 9. Mais je me suis dit, le 13, c'est mon numéro, ça représente Marseille. Et ça s'est super bien passé avec ce numéro à Marseille. Donc voilà l'anecdote l'explication du numéro. Ouais. Et juste avant, c'est vrai qu'on parlait des sentiments, des ressentis des joueurs qui se sentent pas tirer des pénaltys. Ça, je trouve ça incroyable parce que nous, de notre côté à nous, on n'imagine pas qu'un joueur qui a l'opportunité de tirer un pénalty puisse dire non, je me sens pas. Donc c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Sur le moment, le ressenti du moment, pour le joueur, il y a beaucoup de choses. Peut-être juste avant, tu rates une occasion, peut-être... la confiance, tout simplement. Voilà, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas à tout ça. Ça joue à des détails. En tant que spectateur... Parce que pour tirer un penalty, souvent on dit un attaquant qui provoque un penalty, que la faute est sur lui, on dit il ne doit pas le tirer parce qu'il a subi la faute, tout ça. Et là, peut-être que Franck ne le sentait pas, ou il a raté une occasion avant, ou il était peut-être fatigué des crampes, je ne sais pas. Mais
il faut accepter ça. Un joueur qui ne se sent pas, c'est comme ça. Après, il aurait peut-être mis, mais de toute façon, il aurait peut-être raté. Il aurait peut-être raté aussi. Donc c'est pour ça que... Ensuite, d'après ta relation avec Jean Fernandez, donc il te rappelle pour Auxerre, d'après ton expérience marseillaise. Ouais, et ça, c'est un choix, waouh. C'est l'un des choix les plus difficiles de ma carrière. D'un côté, j'ai un entraîneur qui me réussit, tout me réussit à ses côtés. À Metz, je mets 13 buts. À Marseille, ça se passe super bien. Et malheureusement, pour lui, il reste peu de temps à Marseille. Donc, qui démissionne. J'aurais tant aimé qu'il continue et que moi, je puisse continuer aussi avec lui. Et le choix était... et après, quand il y a eu Albert Raymond qui a remplacé Jean Fernandez, je jouais beaucoup moins. Et je me suis dit, l'année prochaine, l'année d'après, comment ça se passait? Est-ce que je vais jouer? Est-ce que je vais être sur le banc? Est-ce que mon temps de jeu va baisser? Et à côté, il y a Jean Fernandez qui part à Auxerre, qui me fait, qui m'appelle et qui me dit, toi Philou, j'aimerais t'avoir à Auxerre, il y a ce projet-là, tout ça. Moi, dans ma tête, Jean Fernandez, mon mentor, la personne avec qui je m'entends super bien, la relation de confiance entraîneur-joueur. C'est important. Et je me dis, allez, je le suis. Alors que dans ma tête, c'était, je veux rester à Marseille, je veux rester à Marseille, je veux rester à Marseille. Ça devait être très compliqué. Et après, et comme sur la fin de saison, j'ai beaucoup moins joué, j'ai privilégié la facilité. C'est pour ça que si j'ai un conseil à donner aux plus jeunes joueurs, c'est malgré les difficultés, jamais prendre une décision parce qu'on joue moins à l'instant T et que partir parce que le foot ça va très vite. Il peut y avoir un changement d'entraîneur. Et juste par la suite, c'est Guérez. On le voit tellement. C'est Guérez qui prend la suite. Et Guérez, c'est mon état d'esprit, mon profil plaît beaucoup à Guérez. Et je me suis dit, si j'étais resté, peut-être que... et après Guérez, il y a Deschamps qui arrive. Tout à fait. Donc, tu vois, je me dis... Tu l'as eu à Monaco. Mais après, c'est un choix. C'est un choix de carrière. C'est peut-être des petits regrets, mais c'est comme ça. J'ai décidé... et après, je fonce. Quand j'ai décidé, je prends une décision, je fonce. Et en plus, malheureusement, à Auxerre, ça ne se passe pas très bien. Mais au début, qui a été difficile. Donc, c'est pour ça qu'après, il y a un peu des regrets. Mais voilà, c'est un choix que j'assume. Mais je pense que, avec prise de recul, des années plus tard, je pense que j'aurais dû rester à Marseille. Parce que, en plus, le joueur qui était à mon poste, je crois que c'était Ziani qui était arrivé, qui est parti juste après. Et, qui n'a pas fait. Peut-être que. Voilà. Récupéré, et en plus, je me souviens avec Mamad qui me disait toi, Philou, reste. Là, c'est difficile, mais après, le foot, ça va super vite. C'est pour ça que je dis aux jeunes, ça va très vite. Des fois, on est frustré parce qu'on ne joue pas, on est remplaçant ou autre. Mais c'est ça l'avantage du football, c'est qu'on bascule vite. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Tout à fait. On le voit déjà chez les jeunes. Et de là, je suis parti à Auxerre et j'ai suivi Jean Fernandez. Et c'était la dernière fois qu'on travaillait ensemble. Parce qu'après, à Auxerre, je suis parti à Lens. Et le club vit une relégation, mais tu restes quand même au club, à Lens. Ouais, à Lens, j'arrive au Mercato. On avait une équipe, c'était une superbe équipe avec Hilton, Monterrubio, Dindan, Rougneux. On avait une équipe, on ne devait jamais descendre. Et l'équipe, en début de saison, était en difficulté. Il y avait Giroud comme entraîneur, si je ne me trompe pas, et qui était dans les derniers. Et moi, on me recrute au Mercato. Donc j'arrive, je fais 6 mois, puis ça se passe super bien. Je mets 5 à 6 buts. On fait un parcours en coupe. Et malheureusement, à la fin, on descend. Et j'avais signé 3 ans et demi. Donc, et en faisant des bons 6 mois, en restant sur ça, j'étais pas mal sollicité. Et j'avais le choix entre rester à Lens, ne pas quitter le navire pour permettre au club de les aider de remonter en Ligue 1, ou partir. Je savais, il y avait Lorient, Saint-Etienne et pas mal de clubs qui me voulaient. Et c'était soit je reste en Ligue 1 ou je reste en Ligue 2. Et je suis quelqu'un je quitte pas le navire comme ça. Je venais d'arriver, ça se passait bien. On m'a fait confiance en me recrutant, surtout à Auxerre où c'était mal passé. Et je ne voulais pas partir comme ça. Je me suis dit, non, tu pars pas comme ça, tu vas rester, tu vas tout faire pour faire remonter le club en Ligue 1, parce que la place du Racing Club de Lens, c'est en Ligue 1, pas en Ligue 2. Et ça se passe bien la première année. En plus, je mets meilleur buteur du club. Je mets une 15aine de buts.
et on remonte en Ligue 1. Et là, voilà, les supporters l'ont très bien rendu. Oui, puis il y a aussi ça, c'est vrai que cet aspect-là compte, c'est que c'est un peu similaire à Marseille pour ça, c'est qu'il y a une passion quand même au stade, dans le stade, qui fait que qui te porte un peu. Pour eux. C'est ça, et les supporters l'ont très bien rendu, parce qu'ils auraient pu dire, j'aurais pu partir. Hein. Ouais, bien sûr. Je joue en Ligue 1, je suis resté, et tout ce qui va avec. Hein. Quand on descend en Ligue 2, on a tout de... salarial divisé par 2, etc. Avec tout ce qui va avec, j'ai dit non, je reste. On m'a fait confiance, je reste. Et on est monté en Ligue 1. Et après, les 3 belles années au Racing Club de Lens. L'année d'après, je mets 10 buts en Ligue 1. Cette osmose et ce soutien des supporters envers moi. Et ils m'ont donné beaucoup d'amour. Le club, les supporters, beaucoup d'amour. C'est important. Et je ne regrette pas d'être resté et d'avoir laissé une belle image au Racing Club de Lens, parce que j'ai tout donné pour le club. À chaque maillot que je défends, les couleurs que je défends, je donne toujours tout. Après, ça se passe bien ou pas bien. Au moment, on ne peut pas me reprocher d'avoir mouillé le maillot, d'avoir tout donné sur le terrain. Je n'étais pas le meilleur des footballeurs. Hein. À l'OM, quand on voit les attaquants, les joueurs qu'il y avait, mais pour aller au combat et pour aller... C'était irréprochable. J'y allais. Là, c'est ce qu'appréciaient les supporters. Quand j'ai un maillot à défendre, je le défends jusqu'au bout. Parce qu'on peut dire j'ai fait beaucoup de clubs, mais j'ai toujours défendu à fond mes maillots, les mouiller pour rendre la confiance que le club et les supporters me donnent. C'est ça qu'un club veut. Et ensuite, donc Bastia, Nîmes et Tours. Et tu mets fin à ta carrière le 8 juin 2018. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un footballeur pro quand il sait que c'est son dernier match? Qu'est-ce que tu ressens sur le terrain? Explique-nous, parle-nous. C'est un signe, le 8 juin, c'est ma date de naissance. Donc, le jour d'anniversaire en plus. C'est mon numéro fétiche, le 8. C'est pour ça que je voulais arrêter le 8. Et je voulais arrêter aussi en ayant fait 20 ans de carrière professionnelle. J'ai commencé en 97, j'ai arrêté en 2017. Et même si il y a eu des hauts, des bas dans ma carrière, mais je suis fier de cette carrière, cette longévité. Parce que 20 ans, il faut les tenir. C'est pas donné à tout le monde. Donc 20 ans au plus haut niveau. T'as pas été trop blessé en plus dans ta carrière? Non, c'est vrai, j'ai pas été. Ouais, mais ça va avec aussi une hygiène de vie et les sacrifices dont tu parlais tout à l'heure. Et tout ce qui va avec. Et là, mes 3 derniers clubs, c'est Bastia déjà. Bastia, c'est un avec club Flo. Avec Flo Thauvin, exactement. C'est un club qui m'a donné beaucoup, qui était en Ligue 2 et que j'ai contribué à la remontée en Ligue 1. C'est un club historique. C'est aussi belle aventure. Une très belle aventure. On est remonté en Ligue 1 et derrière 2 années de maintien en Ligue 1. Après, malheureusement, il y a eu tout ce qui s'est passé, la chute du club par rapport à la mauvaise gestion, etc. Mais Bastia, c'était une aventure humaine extraordinaire, quoi. On monte en Ligue 1, une petite île comme ça, la ferveur à Furiane, 15 000. C'est un stade incroyable. Furiane, 15 000, on sent qu'il y a 30 000 qui nous poussent derrière. C'était merveilleux, quoi. Après, je pars à Nîmes. À Nîmes aussi, une belle aventure, parce que j'ai vécu pas mal de belles aventures dans mes clubs. Ou à Nîmes, j'ai vécu quand même, où je suis arrivé, il y a eu l'histoire des matchs présumés truqués, où le club a failli descendre au plus bas, c'est-à-dire en DH. Au plus bas en amateur, et que nous, les gamins du centre de formation avec 2-3 briscards, on a réussi à maintenir le club en Ligue 2. Et l'année d'après, on part avec moins 8 points de pénalité. Donc on commence un championnat avec moins 8. Tout le monde nous voit, Nîmes est international, c'est terminé pour le club. La cote est basse. On réussit à se maintenir avec les jeunes formés du centre de formation. 2 joueurs expérimentés, moi, Arek et d'autres. Et on se maintient. Donc 2 années, certes, sportivement difficiles, parce qu'on joue le maintien et la deuxième, la survie du club, mais 2 années extraordinaires, où je souhaite à n'importe qui de vivre une aventure comme ça. J'ai joué le haut tableau avec Marseille, Monaco, et là, quand on vit ça, le maintien, la crainte que le club coule, etc., réussir cet exploit-là, parce que c'est l'un des plus beaux exploits du football français, ça reste gravé à vie, quoi. Avec cette bande de gamins, ces supporters à Nîmes. Cette solidarité entre vous, le club, les dirigeants, et c'était fantastique. Et après, pour finir la boucle, j'ai fait 8 mois à Tours pour aider le club à se maintenir en Ligue 2. Et je suis parti sur un maintien où j'apporte un peu mon expérience à cadrer les jeunes. Et c'est de là que la fibre pour ma reconversion en tant qu'entraîneur est venue. Parce qu'à Nîmes, j'étais accompagné de Bernard Blacard, où j'ai passé mes premiers diplômes. J'étais joueur, mais je passais mon premier diplôme, mon BEF, que j'ai validé. Et c'est là qu'après, en étant
capitaine, relais de l'entraîneur, j'ai eu cette fibre-là d'entraîner. Et là, aujourd'hui, j'entraîne au centre de formation d'Union Olympique. Et pour parler de cette fin de carrière, ce dernier match, c'est mouvant. Parce qu'on sait qu'on ne va plus refouler les terrains, on ne va plus revoir cette sensation de marquer un but devant 60 000, 30 000, de faire vibrer tout un stade, de la chaleur du vestiaire, de la pelouse. On nous parlait du bruit des crampons, mais c'est ça. Des détails comme ça. Ah, mais c'est ça, c'est une fait, on dirait, on passe à une seconde vie. Préparer son sac, et au début, on se dit, mais c'est vrai, tout va s'arrêter. Je ne vais pas aller tous les jours aux entraînements, comment ça va être et tout. Et j'aurais pu continuer ma carrière. Parce que Bastia, je me souviens quand à la fin de ma carrière, Bastia me recontacte pour un amateur qui a été descendu en National 3 pour aider le club à remonter tout ça. Donc j'ai cette réflexion-là. J'ai 39 ans quand même. Ça fait un peu vieux. Donc j'ai cette réflexion-là où je peux aider le club en jouant à remonter, ou je suis sur ma reconversion où je passe mes diplômes d'entraîneur. Et la réflexion était que j'aurais tant aimé aider Bastia. Mais à 39 ans, j'ai plus mes jambes de 20 ans. Donc je me suis dit, vaut mieux, je préfère laisser la place à un jeune et continuer. Et il y a tellement une attente, les supporters attendraient peut-être beaucoup de moi. Et si je ne réponds pas présent, ça sera compliqué. Les décevoir. Alors que sur Bastia, je reste sur 3 années, belles années, où ça s'est bien passé. Et revenir jouer en amateur, et si j'ai pas ces jambes-là, ou malheureusement à 39 ans, on n'est pas aussi performant qu'à 20 ans. Oui, c'est la crainte de l'année de trop. Puis elles sont aussi quand même. La crainte de l'année de trop. Et si après je suis pas performant, je sais comment on va m'en vouloir. On va pas dire il a 40 ans, on va pas dire ça, on va dire il est pas bon, pourquoi on l'a fait signer, etc. Donc je me suis dit simplement, souvent on a le choix, il y avait la raison ou la passion. Et la raison l'a emporté. Je me suis dit je vais laisser un jeune Bassier jouer. Je vais sur à côté les soutenir en tant que supporter pour qu'ils remontent. Mais ça sera compliqué pour moi en tant que joueur. Les terrains, c'est en N3, c'est des synthétiques, etc. Tout ce qui va avec. Et j'ai décliné l'offre en disant, voilà, je bascule sur ma carrière d'entraîneur parce que je devais passer mon second degré par la suite en rentrant au centre de formation d'Union Olympique. Donc j'ai dit, voilà, je privilégie ma carrière d'entraîneur. Je laisse sa place à un jeune. Et je ne pense pas être à 100% de mes capacités pour être performant sur le terrain. Donc j'ai décliné l'offre de... Tu as senti ce moment-là où Voilà, je ne voulais pas faire l'année de trop. J'avais peur les blessures ou autres et pas être performant. Et c'est de là qu'après j'ai arrêté ma carrière. Et autre question sur Twitch, intéressante, c'est tu n'as jamais eu l'opportunité de l'étranger pendant toute cette carrière justement ? J'ai eu l'opportunité de l'étranger, mais il n'y a pas une offre qui m'a fait envie de partir de la France. Je me suis toujours bien senti en France. Dans les clubs où j'étais, ça s'est super bien passé. J'ai connu des clubs avec des entités fortes. Marseille, Nîmes, Lens, Bastia. Et il n'y a pas un club à l'étranger qui m'a donné cette... J'ai eu des contacts, l'Angleterre ou autre. Mais partir pour partir, je ne voulais pas. D'accord. Je préférais faire une belle carrière en France. En étant reconnu en France. Belle carrière en Ligue 1. Il y a de quoi faire ici. J'ai quand même fait 652 matchs professionnels et que partir à l'étranger me perd. Et je sais pas, voilà, quand on est bien là, on sait où on est, et quand on va autre part, on ne sait pas où on va. Petite anecdote, tu as été international espoir français, mais je crois que tu as joué pour une autre sélection, c'est Mayotte, il me semble, une fois. Oui, c'est la Réunion. Oui, après Mayotte, c'est pas une sélection parce que Mayotte, c'est français. Ouais. Mais il y a souvent des matchs amicaux justement entre la Réunion et Mayotte, etc. Et donc, tu as eu l'occasion de faire, je crois, un match avec eux contre la Réunion. Bon, ça s'est pas très bien passé, je crois, ce jour. Ouais, mais après, c'était surtout emblématique. Ouais, tout à fait. Jouer pour mon île, tout ça. Et tu es allé jouer à Mayotte ce jour-là ? À La Réunion. À La Réunion, d'accord. Okay. Et tu as quel souvenir de ce moment-là ? Oui, un bon moment. Sympa, on représente son île. Moi, en tant que footballeur, j'avais ce rôle d'ambassadeur. Jouer dans les plus grands clubs français, représenter Mayotte. J'étais le premier footballeur professionnel mahorais. Je représentais quand même toute une île. Bien sûr. Toute une île. Et ça, ta famille te le faisait bien. Même aujourd'hui encore, je représente encore Mayotte à travers le football et j'essaie de faire au mieux pour permettre aussi au football mahorais de grandir, de le faire connaître et qu'il y a des jeunes derrière qui prennent le relais. Il y en a déjà des Mahorais, mais je souhaite qu'il y ait un maximum de Mahorais qui prennent le relais, qui signent professionnels et qui représentent comme j'ai pu représenter Mayotte. Bien sûr. Quel a été le joueur qui t'a le plus impressionné, avec qui tu as joué ?
j'ai joué quand même avec de grands sacrés internationaux, joueurs, hein. Sacrés joueurs. Hein, quand on passe de Ribéry, Barthez, à Monaco, Nyang. il y a eu Nyang, il y a eu Adebayor, Divayo, il y a eu des grands joueurs. bon Hein, monde. Grosse tête d'affiche. mais pour moi, au-delà de ces internationaux, hein, que pour moi c'est le summum, hein, pour moi le joueur qui m'a impressionné, où je me suis régalé parce que Roulement de tambour. j'étais capable de m'arrêter, Peut-être de une le petite regarder idée. jouer. J'ai une petite idée. Mais quel Voilà, Pagis. c'est ce que je Oh là là, mais quel régal ce joueur. Mais quel régal. Mais quand on l'appelait Pagistral, mais il nous faisait rêver, nous-mêmes, les joueurs. Moi, sur le Même terrain, à l'entraînement, c'était... à l'entraînement, mais c'était un truc de fou. D'accord. Mais les volets, mais cette classe, cette élégance. C'était, on disait, mais Mika, mais c'est pas possible. Dommage, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Bizarrement, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Il était un peu tard professionnel. Mais quel joueur Quel joueur avec Mamad devant, mais on se régalait. Mamad, il était à gauche, moi à droite. Mais on donnait le ballon à Mika, une touche de balle, il nous mettait en profondeur. Ça fait 6 buts. C'était magique. Mais pour nous aussi, hein, c'était magique. Et pourtant, il n'est pas international. Ouais. Il n'a pas fait les grands clubs. Mais de tous les joueurs que j'ai joués, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Dans son attitude, sur le terrain, en dehors, pas un mot. Pour moi, ces 2 années à Marseille avec lui, c'était un régal. En plus, on arrivait en même temps. On arrivait en même temps, on est parti en même temps. De Strasbourg, Et on est parti en même temps. Donc c'était, il y a quelque chose de très fort. Et Michael Pagis, quand je le dis à mes jeunes joueurs, hein, j'ai dit ce jour-là, quelle classe. Si un match, j'avais pu m'arrêter, le regarder jouer, être spectateur, je l'aurais fait. en tribune. Mais tellement c'est beau. Je me rappelle d'un but contre Bordeaux, une touche de balle, il lobe le gardien. il avait un touché de balle incroyable. Il fêtait pas ses buts. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il faisait la gueule. On disait Mika, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit mais bon, c'est rien, on a rien gagné quand il a gagné la coupe. Il a gagné avec Strasbourg la coupe de la Ligue. Et avec Mamad, on disait. Et Mamad, il m'avait raconté que Mika, il était sur le banc, il fêtait pas, tout le monde était en folie. Et lui non. Et Mamad, il dit à Mika, Mika, on a gagné la coupe de la Ligue, pourquoi tu fêtes pas? Il lui a dit, mais on n'a pas gagné la Coupe du Monde. C'était énorme quand tu l'as dit, on a gagné. C'est encore plus énorme en fait. Donc, et cette personne-là, j'apprécie, j'aime beaucoup. Il m'a fait marquer des buts, on a joué ensemble, on a partagé des bons moments. Et vraiment, voilà, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné. Alors parlons un peu de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Si tu étais le directeur sportif actuel, qui garderais-tu dans l'effectif pour la saison prochaine? Ouh là là, déjà, j'ai pas la prétention d'être directeur sportif. Je me contente de mon rôle d'entraîneur parce que c'est beaucoup de boulot, directeur sportif, c'est un job très difficile. Après, répondre à ça aussi, c'est compliqué parce que dans un groupe, dans une équipe, il y a 30 joueurs, donc je ne peux pas me prononcer sur le 30. Mais si j'ai 2 joueurs dans les grosses lignes, Marseille, tu t'appuierais là, c'est mon avis personnel. Hein. Ça n'engage que moi, où je peux me prononcer. C'est quand même en plus 2 joueurs clés dans le système surtout de Sampaoli, son 3-5-2. Le premier, c'est Milik. Le grand attaquant que Marseille recherchait, ils l'ont. Ils l'ont performant, efficace. Dans le collectif, il est là, il fait jouer les autres. Dans le jeu sans ballon, technique à la fois costaud, il pèse dans les défenses. Mais il est complet. Milik, c'est le joueur vraiment la priorité. Après, j'ai cru comprendre en plus, c'est que malheureusement, il y a une clause où peut-être si un grand club vient, il y a une somme où il peut. Ça reste le mystère encore à l'heure où on se parle. Alors que il y a l'Euro qui approche. Il va jouer avec Lewandowski devant. S'il nous sort un grand Euro, mais là c'est fini. Et que tu as un club qui met 30 millions, est-ce que Marseille va avoir la possibilité de le garder? Donc c'était la question. Pour moi, voilà, c'est cette question-là. C'est pour ça que le premier. Après, il y a le deuxième. Pour moi, parce que avec mes jeunes, j'ai déjà joué. Je joue aussi avec ce système-là de 3-5-2 avec comme un peu Sampaoli. C'est un système que j'aime beaucoup. Et dans ce système-là, il y a des postes clés. Et le poste ou les postes clés, c'est les pistons. Les pistons dans un 3-5-2, c'est les postes clés parce qu'ils t'apportent offensivement et défensivement, ils sont là. Et notre piston droit à l'Olympique de Marseille, Lirola, c'est le joueur qui convient parfaitement à ce système. Offensif, défensif, il s'est adapté au club. Et si le deuxième joueur que Marseille doit vraiment, à mes yeux, conserver, parce qu'un joueur de ce niveau,
à ce prix-là, il doit tourner autour de 10 millions d'euros, je pense. À ce 12, niveau-là. Trouver un joueur à ce niveau, à ce prix-là, pour moi, c'est quasi impossible. Un joueur maintenant, un joueur de ce niveau-là, voire meilleur, il tourne un minimum 15 millions d'euros. Donc si tu as ce joueur-là, qui s'est adapté à Marseille, il crée des occasions, qui marque a des ce buts. système-là de Sampaoli de 3-5-2, c'est le piston idéal. Idéal. Parce qu'en plus, tu perds Sakai. Tu as perdu Sakai, donc à droite, tu n'as plus personne. Ah oui, non, il faut... Donc, à gauche, tu as l'alternative, tu as Mavi qui a prolongé, donc ça va. Oui, il manquera une doublure parce que le Japonais va partir. Il va leur prendre une jeune doublure ou tu as un jeune du club qui va faire doublure. Mais à droite, si tu perds Lirola, tu as qui? Et dans ce système-là, les pistons, ce sont des joueurs clés. Dans un 3-5-2, tu as l'attaquant, un des deux attaquants et les pistons. Et là, pour moi, Lirola... il est indiscutable. Et le problème de Lirola, c'est qu'on l'a tous remarqué, mais également le club qui le possède, donc c'est la FIO. Et visiblement, là, à l'heure où on se parle, l'entraîneur de la FIO, Gattuso, aimerait bien le garder. Ça ne me surprend pas. Et comme on a laissé passer la date butoir de levée d'option d'achat, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais on espère effectivement qu'il soit encore là la saison prochaine. Après, il va falloir sinon trouver meilleur ou au même niveau. Et il y en a d'autres des postes à pourvoir. Exactement. Donc c'est pour ça, quand on l'a au club et qu'après tu dois aller chercher autre part, c'est difficile. Surtout que maintenant, en plus, quand c'est Marseille, les clubs en face, ils augmentent les prix. Comme j'ai l'impression qu'ils en demandent, je ne sais pas combien. Donc espérons que Lirola, voilà les deux joueurs, parce qu'après je ne vais pas en citer d'autres parce que ça serait trop long. Mais pour moi, les deux vraiment les postes clés, en plus l'avant-centre et le piston est très important. Après il y a eu la prolongation d'Alvaro, donc ça derrière ça va stabiliser un peu. Voilà, ça stabilise. Après en espérant que Camara reste aussi parce que c'est un pion essentiel de l'équipe, malgré son jeune âge. Ça va être dur de le garder lui aussi. Oui. Après ça peut être aussi une bonne rentrée d'argent, mais sportivement, Camara. Il est indiscutable aussi, bien sûr. Camara, voilà. Après, tout dépendra du projet qu'on va lui proposer aussi, parce que Camara aujourd'hui, il est un carrefour de sa carrière. Oui, mais après là, avec l'arrivée de Sampaoli, je trouve que ça, il y a de la cohérence, il y a de la stabilité, de la cohérence. Il a un projet de jeu, tout le monde le connaît, tout le monde connaît son projet de jeu. Il a ses principes de jeu aussi, tout le monde adhère. C'est très structuré, il part dans son 3-5-2, il veut les profils. Là, on attend parler de Gerson, c'est un peu le profil pour remplacer Thauvin dans son milieu relayeur. Après, peut-être un deuxième attaquant pour jouer devant avec Milik. Il y a Payet, mais pour moi, c'est pas trop un attaquant. Donc un autre attaquant aussi qui peut être au doublure de Payet ou titulaire à côté de Milik. Et après, les joueurs, tu les as à peu près. Il manquera peut-être un ou deux de retouches. Et quel joueur justement, c'est une question que je te pose comme ça, que tu n'as pas eu le temps de préparer, donc c'est pas facile. Mais quel joueur tu conseillerais justement à l'OM d'aller chercher dans son dispositif qui te semblerait vraiment adapté, un joueur de Ligue 1 ou étranger? Après, j'ai entendu un peu les infos, comme un peu tout le monde sur Internet, qu'ils étaient sur le Fofana de Lens. J'aime beaucoup ce joueur parce que c'est un box-to-box. Et dans un milieu de terrain comme ça, surtout dans un système à 3-5-2, tu as une sentinelle de 8. Les deux relayeurs, il faut qu'ils arrivent à faire monter, descendre, apporter offensivement, défensivement. Et Fofana a ces caractéristiques-là, où c'est un joueur qui casse des lignes par la conduite. Il casse les lignes par la conduite, il est capable de casser des lignes par la passe. Il apporte offensivement et correspondait dans son système-là. Moi, je parle du système 3-5-2. Il aurait le potentiel pour ce après, système. S'il change, après, ça peut être un 4-3-3 aussi, une sentinelle de 8, deux ailiers, un avant-centre. Il rentrerait aussi dans ce système-là. Mais dans les systèmes de Sampaoli, il conviendrait parfaitement à l'OM parce que des joueurs comme ça, un peu qui cassent des lignes, qui en plus il est jeune, performant, il sort d'une très belle saison avec le Racing Club de Lens. Il n'y en a pas beaucoup. Pas mal, Et donc je pense que ça serait à peu près le bon profil. Le bon profil, surtout qu'il est en Ligue 1, il sort d'une bonne saison. Donc ça serait intéressant. Mais après, ça peut être compliqué. Je ne me prononce pas. Toujours pareil, bien sûr. Et tu le verrais comme ça. Et qu'est-ce qui, selon toi, donc, faudrait-il changer à l'Olympique de Marseille pour que ce club retrouve son statut européen? Est-ce que c'est que budgétaire ou il y a d'autres choses qui pourraient apporter Principalement, c'est budgétaire.
c'est là, on va pas se mentir. On parle sans langue de bois, on va pas se voiler la face. À un moment donné, donner à Marseille le budget du PSG à l'OM, vous verrez qu'ils feront autant mieux. Et de toute façon, si ce n'est mieux. Pour revenir aux meilleures époques de l'Olympique de Marseille, dans les années 90 et de Bernard Tapie. Bernard Tapie a fait en sorte que Marseille ait les meilleurs joueurs d'Europe. Oui. C'était le plus gros budget d'Europe. Tu avais les meilleurs joueurs d'Europe. De Papin, Waddle, Pelé, l'année d'après Boxic, Vollard, tu avais les meilleurs joueurs d'Europe. Et pour aller au plus loin en Europe, il te faut soit les meilleurs joueurs d'Europe, soit les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est budgétairement. Si financièrement tu n'as pas les moyens, c'est compliqué de rivaliser avec les grands d'Europe qui ont des budgets de 600 à 700 millions d'euros. On peut avec toute la bonne volonté du monde, on peut avoir la meilleure volonté du monde ou autre, mais à un moment donné, quand tu as ton équipe, PSG, ils font 2 finales de Ligue des Champions, et ils ont les meilleurs joueurs d'Europe, voire du monde. Quand il y a Mbappé et Neymar, et Marseille, pour l'instant, on n'en est pas là du tout. C'est compliqué. Après, l'actionnaire fait beaucoup pour le club, mais si tu as les moyens d'un État, parce que le PSG c'est un État qui est derrière, c'est pas la même. C'est dur de rivaliser avec un État. Là, on parle c'est des budgets, c'est des budgets illimités. C'est comme City, c'est des budgets illimités. Ils peuvent se prendre des joueurs à 5 millions du jour au lendemain. Marseille, c'est compliqué. Donc, je pense que déjà là, avec le budget, avec les moyens qu'a Marseille, c'est pas mal déjà. Je pense les objectifs, c'est de trouver l'Europe chaque année. Trouver l'Europe chaque année, déjà c'est bien. Déjà, c'est bien de trouver l'Europe chaque année. Un club comme Marseille se doit de faire l'Europe chaque année. Tout à fait. Après, pour rivaliser avec les grands d'Europe, pour revenir au statut d'avant, c'est là la cour des grands. Moi, j'appelle ça la cour des grands. Du Real, du Barça, c'est des budgets, c'est inestimable. Parce que le président complet, on l'a. On peut avoir les finances et après, on a un bon président aussi qui est capable de recruter. Parce qu'à la base, c'est son premier métier. Donc, il est capable de recruter des grands joueurs, de négocier, parce que c'est aussi un métier. Il est capable de tout. Donc, il manque l'argent. Donner un budget de 600 millions d'euros à Longoria, vous allez voir. Là, tu rivalises avec PSG, tu rivalises en Europe. Ça fait. Et c'est pas la même, parce que c'est pas les mêmes transferts. C'est pas des transferts à 20 millions d'euros. Tu vas parler des transferts à 80, à 100 millions d'euros. Et là, tu renforces ton équipe. Et tu vises pas les mêmes joueurs. On l'a connu, cette époque, cette merveilleuse époque des années 90. On était dans le toit de l'Europe. Et j'espère que l'OM la connaîtra de nouveau. Mais voilà, il ne faut pas se voiler la face. L'argent fait beaucoup dans le football. Et surtout à ce niveau-là. Donc, la réponse est budgétaire. La réponse est classique. Petit questionnaire. Parce qu'on a largement dépassé déjà le. Oui, mais c'est notre spécialité, de toute façon. On en profite, toi, Philou. Donc, on va te poser une petite série de questions. Tu peux soit développer ou soit tu réponds tout simplement par un mot, une phrase. Réponse courte alors. Question courte, réponse courte. C'est parti. Ton principal trait de caractère? On va dire 2, le respect, la bienveillance. Ton principal défaut? Ça ne se voit pas parce que j'ai tendance d'être un peu calme, mais je suis dans la vie privée, je suis parfois impulsif. Un grand nerveux intérieur. Pas un nerveux, mais impulsif. Un faux calme. Voilà, un faux calme, exactement. La force tranquille. Quel est ton joueur préféré? Mis à part Pagis, dont tu nous as parlé. Non, Pagis, c'est pas mon joueur préféré, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné. Qui t'a le plus marqué. Mon joueur préféré, parce que j'ai eu des idoles quand même. Oui, voilà. Ça reste quand même, il y a eu Maradona, mais ça reste, en tant qu'attaquant, Ronaldo le Brésilien. Ça, c'est l'avancante, il avait tout. Quoi. Ok, le joueur le plus fêtard? La liste est longue, mais après, je vais dire de mon entourage que j'ai connu, et je le salue au passage, c'est mon ami Souley Diawara. Quand même. Il revient souvent, Souley. On a hâte de le recevoir, il revient. Mais je ne vais pas dire fêtard, je vais dire bon vivant. Bon vivant, parce que c'est la joie de vivre, Souley. C'est la joie de vivre, il rayonne. Il donne envie de faire la fête avec lui. C'est un soleil. Voilà, exactement. Donc, je dis mon ami Souley. Mais Didier lui disait, allez, vas-y, sors. Mais c'est ça, il est meilleur quand il sort. Donc, il sera meilleur demain. Et au passage, je l'embrasse. Va boire un coup et ça ira mieux. Ton super pote dans le milieu du foot? Mamadou Niang. Mamad, si tu regardes, je t'embrasse. Mais oui, on l'aime. Et Mamad, c'est mon ami. C'était sur le terrain et en dehors. On est proches. Avant le Covid, la crise sanitaire, on allait souvent au Vélodrome soutenir l'équipe ensemble. Et Mamad, c'est Mamad. Le grand pote.
Mamad. L'entraîneur avec qui ça s'est le mieux passé? Jean Fernandez. Eh oui. Ça, c'est ce mon qu'on a bien mentor. senti. C'est mon mentor et j'en garde que des bons souvenirs. Et aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, je m'inspire beaucoup de lui et de tous les autres que j'ai eus. J'ai eu la chance d'être entraîné par Bien sûr. plusieurs entraîneurs, Didier Deschamps, Jean Fernandez, Ali Lozic, pas mal de bons Les entraîneurs. bons ingrédients là, pour Et en sortir je le m'inspire meilleur. beaucoup de tout ce que j'ai appris auprès d'eux pour mes jeunes. Celui avec qui ça s'est le moins bien passé? Guidolin, D'accord. l'Italien, parce que malheureusement, après la démission de Deschamps, il m'a pas fait très confiance. Donc, il était surtout ce projet de prendre que des joueurs italiens. Et donc déçu. Pas de communication. Peu de communication. Déjà, il ne parlait pas très bien français, peu de communication. Donc, et après, c'est pour ça que je suis parti à Marseille, parce qu'il m'a fait comprendre clairement qu'il Il ne comptait pas sur ne toi. comptait pas sur moi, et alors qu'il ne me connaissait pas Bien et sûr. qu'il ne m'avait peut-être pas vu jouer. C'est dommage. Donc voilà, c'est dommage. Mais sans regret, parce qu'après, je suis allé à l'Olympique de Ah Marseille. Ah oui, C'est oui, plutôt tant pas mieux. mal. Merci d'ailleurs. Merci. Le don que tu aimerais avoir? Si c'est surnaturel, ça serait la téléportation. Ah. Aujourd'hui, je suis là et hop, baguette Ouais. magique, je me retrouve à Nîmes Ah ouais. dans 2 minutes. Comme ça, moi, j'ai Ah pas oui, à faire la route. pas d'embouteillage. J'ai pas fait la route. Et après, si c'est naturel, j'aurais bien aimé, même si j'ai maîtrisé un petit peu, maîtriser plusieurs langues. 6 à 7 langues. D'accord. Pouvoir parler maintenant. Communiquer Tout à fait. dans le monde J'arrive, entier. je parle en russe, je parle tout Savoir ça. apprendre. Voilà, Voilà. je parle couramment anglais, je me débrouille un peu italien, mais parler au moins 6 à 7 langues. D'accord. J'aimerais avoir ce don. Ok. Ton personnage héros, fiction, préféré? Iron Man. Ah ouais. J'adore avec son armure là. Son armure rouge. Tout son pouvoir, il peut voler, il peut faire ci, il peut faire ça. T'es il beaucoup est dans pas le volet et téléporté. Hein. Ouais, j'aime Ok. bien Iron Man. Le héros dans Bah. la vraie vie? Dans la vraie vie, beaucoup de respect pour. Il n'est plus de ce monde, Nelson Mandela. Non. Pour tout ce qu'il a fait déjà pour son pays et Bravo. pour l'ensemble. De ce qu'il ça. incarne. Ouais, des tout ce valeurs. qu'il incarne, les valeurs. C'est une personne que voilà, c'est un modèle. Ah, complètement. Ce que tu aimes dans la vie en dehors du foot, ta passion, Tes ton passions, loisir. Déjà, d'autres sports, il y a le tennis que j'aime beaucoup, le basket. Après, j'aime beaucoup voyager, découvrir D'accord. d'autres cultures, Oui, ça va avec les langues que tu d'autres pays, d'autres traditions. J'aime beaucoup. Malheureusement, là, avec le Covid, on ne peut plus voyager. J'espère qu'on va pouvoir voyager. Enfin, voilà, j'ai eu la chance de faire beaucoup de pays. Et c'est bien aussi de s'imprégner un peu des autres, de voir comment ils vivent, les traditions, etc. Et ça, c'est l'une de mes intéressant. passions, le La voyage. culture. Et ta devise, si tu en as une. J'en ai plusieurs. Pour moi, l'important aussi, c'est que tout passe par le travail. Seul le travail paye. Après, il y a aussi, on n'a rien sans rien dans la vie. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et, en a des belles. Et rien n'est impossible aussi. Et celle que j'aime bien aussi, c'est droit au but. Évidemment. Ah, Évidemment, celle-là, on la garde. Dès c'est la là naissance. l'indispensable. As-tu un mot pour les supporters, pour tous les gens qui te regardent, qui t'ont regardé ou qui n'ont pas eu la chance de te regarder, ils étaient trop jeunes, mais aujourd'hui ils te découvrent peut-être. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux supporters ou aux jeunes joueurs aussi? Déjà, aux supporters, c'est tous les longs, parce que j'ai fait pas mal de clubs. Merci, un grand merci à tous les supporters qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière, notamment les supporters marseillais. Vous savez, les supporters marseillais, quand j'étais joueur, j'ai une relation particulière avec les supporters. J'ai beaucoup de moments qui sont gravés à moi, dans un moment où je me souviens que j'avais rencontré le président des groupes de Winners, Rachid Zeroual. On avait sympathisé et un jour il m'avait dit je vais te remettre un t-shirt, et je lui ai dit si je marque un but, je soulève le t-shirt orange, je me rappelle orange, que la tête des Winners. Et ce jour-là, je n'avais pas marqué, mais à la fin du match, j'avais soulevé le maillot et j'étais avec le t-shirt orange, et je suis allé face à la tribune des Winners. Ils avaient beaucoup adoré. Trop content, ils avaient apprécié. Et c'était vraiment représenter moi, le jeune Marseillais, les supporters, parce que je sais que ceux que ça représente. J'étais dans les tribunes moi quand j'étais petit, et je voulais être ce relais-là et leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné, parce qu'ils m'ont pas mal soutenu, encouragé. Même maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de reconnaissance envers les supporters marseillais qui me disent, toi Philou, voilà ton état d'esprit, tout ce que tu as fait à l'OM, même si c'est peu de temps, mais des années plus tard, ça fait énormément plaisir de ressentir cette reconnaissance-là. Donc merci à tous les supporters marseillais de m'avoir soutenu, de me soutenir encore. Et c'est une fierté d'avoir porté ce maillot.
d'avoir mouillé ce maillot et d'avoir tout donné pour l'Olympique de Marseille. Et on le ressent nous aussi. Tu attaches une grande importance à tous ces supporters. Et après, pour les jeunes joueurs, bien sûr, c'est qu'il faut croire à ses rêves et non rêver sa vie, comme on dit. C'est que peu importe comment ça se passe, s'il y a des difficultés, des obstacles, croire toujours à ses rêves. Aller jusqu'au bout, parce que rien n'est impossible dans la vie. S'ils ont des rêves d'être footballeurs professionnels, d'y aller jusqu'au bout sans regret. Et après, si ça doit le faire, ça le fera. Mais voilà, vraiment croire à ses rêves. Moi, c'était mon rêve de gamin de signer professionnel, de jouer à l'Olympique de Marseille, et je l'ai réalisé. Donc si je l'ai réalisé, tout le monde peut le réaliser. Est-ce que tu aurais une petite banderole pour nous, quelque chose? Une petite bandelette. Ah, la bandelette, j'ai préparé, bien sûr. Voilà. Je ne peux pas venir sans bandelette. Bah oui, l'émission n'aurait pas été totalement aboutie. Super déçu. C'est un peu ma marque de fabrique. Et en plus, c'est à Marseille que j'ai sorti mes premières bandelettes. Je me souviens, la première, c'était contre Nice. OM Nice, février 2006, pour Jean Fernandez, qui était hospitalisé à l'hôpital. Et comme on avait une relation particulière, j'avais fait un message. C'est pour vous, coach Fernandez. Il avait regardé dans son lit d'hôpital. Il m'avait envoyé un message pour me remercier. Donc c'est de là qu'est partie les fameuses bandelettes où j'en ai sorti pas mal au Salvador. Donc celle-là, c'est pour... Et celle-là, on la garde. Hein. Celle-là, oui, je vous la laisse en souvenir. Donc, merci. Merci, Philou, merci. Ici, c'est le Fossin bébé, merci. Merci à toi, Philou, d'avoir accepté cette invitation, ça nous touche. Merci beaucoup de ton authenticité, de ta... merci, on va la garder bien précieusement, on va la mettre dans la rédac, dans le bureau. Merci beaucoup de ton authenticité, de ta sincérité. Franchement, on a passé un super moment. C'était bien de te retracer un petit peu tout ce parcours. Ah oui, ça. Et puis, il y a beaucoup d'émotions. C'est clair. Vous me l'avez dit au début, ça me remémore beaucoup de merveilleux moments. Voilà, c'est particulier pour moi, hein, Marseille. Hein. Et puis, on n'a pas beaucoup l'occasion de recevoir des petits Marseillais qui ont réalisé des ce minots. rêve-là. Et nous, ça nous fait rêver, à nous, même adultes, mais ça va encore faire plus rêver les minots tous les petits de Marseille. Là, qui vont t'écouter. Parce que c'est possible. Voilà, toi, Philou l'a fait. Il vient d'un quartier, il a découvert le football de quartier à Marseille et il a foulé la pelouse du Vélodrome, et de quelle belle manière. En tous les cas, merci toi, Philou, d'être avec nous, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était super sympa. Merci à vous pour l'invitation. J'ai Marjo. passé un superbe moment. Merci toi, Philou. C'était top et ça m'a fait... ça fait du bien. Ça rappelle tous ces bons souvenirs, le Vélodrome, les supporters, les buts. Et c'est que du bonheur. Donc merci à vous et je souhaite plein de bonnes choses au club de l'Olympique de Marseille. J'espère plein de bonnes choses. Aux Phocéens aussi. Donc merci suivez l'émission, elle est au top. Et au plaisir. Mais on espère te revoir bientôt. C'est toi qui es au top. Pourquoi pas dans le staff. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir à Marseille très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci les viewers qui nous ont suivis sur cette émission. Merci au SAT, le partenaire qui nous accompagne sur le Salon des légendes. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Merci toi, Philou. Merci. Au revoir. Bye bye.